La Syrie, 42 ans de pouvoir de la famille Al-Assad, 18 mois de révolte, des milliers de morts. La Syrie, c'est un des plus anciens foyers de civilisation du monde. Elle a été successivement assyrienne, perse, grecque, romaine, arabe, turque, française. Elle est musulmane, mais aussi chrétienne. Elle est arabe, mais également kurde. Indépendante depuis 1946, la Syrie a participé au mouvement de réunification du monde arabe. Le parti baathiste, pan-arabe et dépassant les clivages religieux, fut créé dans sa capitale, Damas, en 1947. Il a inspiré deux régimes connus, celui d'Irak, qui a pris fin en 2003 avec la chute de Saddam Hussein, et depuis 1970 en Syrie, celui des Assad, le père Hafez et le fils Bachar depuis 2000. La Syrie, ce sont aussi plusieurs révoltes, par exemple celle de Hama en 1982, menée par les frères musulmans, mouvement islamiste créé en Égypte dans les années 1920. Et aussi celle qui a commencé en mars 2011, qui a dégénéré en affrontements violents, dans des circonstances que nous allons tenter d'élucider. Puis, c'est une guerre civile, avec une armée syrienne libre qui s'organise, en gouvernement autoproclamé à l'étranger, qui tente de se faire reconnaître. Mais la Syrie, c'est surtout 23 millions de personnes. Certains ont manifesté contre Bachar al-Assad, d'autres ont manifesté pour lui. Vous avez sans doute entendu nombre de journalistes vous parler de la Syrie. Maintenant, savez-vous ce qu'en pensent les Syriens? C'est pour le savoir que nous avons invité deux Syriens vivant en France à confronter leur point de vue. Avec nous Moustapha Moufok, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes docteur en économie, vous avez enseigné en Algérie et vous travaillez aujourd'hui dans un centre d'études géopolitiques à Paris. À Paris. Donc vous avez récemment manifesté contre les sanctions imposées par le gouvernement français à la Syrie et aux Syriens. Bien sûr, parce que ces sanctions visent le peuple, ne visent pas le gouvernement. En réalité, les victimes toujours, c'est le peuple. Vous dénoncez également le traitement médiatique qui est fait de la Syrie actuellement et vous n'accordez pas de soutien à l'armée syrienne libre. Monsieur Naïm Kozaïr, bonjour. Bonjour à vous. Donc vous êtes mathématicien et vous êtes l'auteur du blog Syrian Facts qui s'oppose sur internet au discours des partisans du régime syrien. Absolument. Vous avez fait plusieurs voyages auprès des réfugiés syriens en Turquie. Absolument. Et vous approuvez globalement l'action de l'insurrection armée en Syrie et souhaitez la fin du régime baathiste au plus tôt. Absolument. Donc le débat auquel nous vous convions aujourd'hui sera équitable. Vous disposez chacun d'un temps de parole égal. Vous allez pouvoir donner votre opinion du conflit syrien, puis répondre à nos questions, sans interruption aucune, sauf celle de l'arbitre. Le but étant qu'à la fin de ce débat, ceux qui nous regardent puissent savoir vers quelle source se tourner pour se faire leur propre opinion sur ce qui se passe en Syrie. Entre les questions que nous allons vous poser, nous diffusons également des extraits d'interviews, d'entretiens que nous avons eus avec des chercheurs, des journalistes et des militants politiques spécialisés sur la Syrie. Mais avant cela, nous allons vous demander à tour de rôle votre vision d'ensemble de ces événements. Alors ma vision d'ensemble, c'est tout simplement des révoltes qui ont commencé suite à une demande légitime du peuple syrien sur plus de démocratie, plus de liberté. Et il faut absolument préciser que les premières revendications n'étaient pas du tout la chute du régime syrien, parce que tout le monde connaît ce régime et tout le monde pouvait imaginer les conséquences qui pouvaient découler d'une demande de chute du régime. Et c'est la réponse, ou plutôt l'absence de réponse politique du régime syrien qui a fait que ça a dégénéré en révolte, puis en militarisation du conflit, puisque, je le dis clairement, le régime syrien ne comprend ou ne parle que le langage militaire, et qu'aujourd'hui on arrive à une situation qui est absolument catastrophique pour les Syriens, parce qu'au-delà du conflit, il faut voir un peu la crise humanitaire qui en découle. Le pays est à feu et à sang. On a aujourd'hui une révolte armée qui ne peut pas, dans les conditions actuelles, faire tomber le régime militaire des Assad. Et en même temps, on a un régime qui ne pourra jamais reprendre le contrôle de la Syrie, étant donné l'étendue des révoltes et l'étendue et surtout la popularité de cette révolution. Très bien. M. Moufok. La situation est vraiment tragique même, plus que dramatique. Tragique. Le problème n'est pas entre les Syriens actuellement. Si c'était entre les Syriens directement, on peut arriver à une solution pacifique. Mais le problème, on est affronté à une situation géopolitique à l'échelle internationale qui a ses impacts nationaux. Moi, je peux situer le problème en trois phases.
phase interne, phase régionale, phase internationale. Et c'est là le danger. Le danger, c'est l'international actuellement. Dans l'international, il y a des intérêts. Et pour les intérêts, les peuples ne comptent pas. Donc, tout ce qui se passe en Syrie, il y a une révolte, c'est vrai. Mais une révolte, soi-disant, je ne peux pas le dire dans toute la région, dans toutes les régions de Syrie, on voit tout ce qui se passe dans les quelques zones en Syrie. Il y a des exigences ou des réclamations. On est tous avec pour la démocratie, pour la liberté. Mais la transformation de ce conflit avec l'intervention étrangère avec les djihadistes, on n'arrive pas à comprendre où on va actuellement. Très bien, merci. Avant tout, pour nos spectateurs, nous allons parler du régime au pouvoir à Damas depuis 1970, celui de Hafez puis Bachar al-Assad. Pour cela, nous avons demandé l'avis de François Burga, spécialiste des pays arabo-musulmans, membre de l'Institut français du Proche-Orient. Le régime syrien, dans le même temps où il maniait la référence laïque, il pratiquait, lui, une politique extrêmement confessionnelle. En faisant quoi? En donnant tous les postes de responsabilité aux membres de sa petite communauté alaouite. Donc, une partie des problèmes de la Syrie contemporaine est venue du fait que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, les alaouites, sous couvert de laïcité, sous couvert d'égalité entre les communautés, va en fait donner le primat du pouvoir politique aux membres de la communauté alaouite, dont il faut de surcroît rappeler que ces pauvres alaouites, non seulement ils n'étaient pas considérés comme des bons musulmans, mais ils étaient socialement très déconsidérés. Le personnel de maison, on disait de façon ironique, les petites bonnes alaouites. Les alaouites vendaient, disait-on, leurs filles à la bourgeoisie sunnite pour y faire les tâches ménagères. Donc on a une réalité complexe, un discours laïque du régime, mais au-dessous de ce discours, il y a une pratique qui a été tout à fait confessionnelle, parce que les postes de responsabilité étaient accordés de façon prioritaire aux membres de la communauté dont était originaire le pouvoir. Attention à la caricature. Le régime s'est bien sûr efforcé de promouvoir des élites chrétiennes, des élites sunnites, des élites druzes, pour que au moins la façade du régime apparaisse comme véritablement laïque et mettant en scène l'ensemble des composantes de la nation. Donc je précise que François Burga est directeur de recherche au CNRS. Et donc, M. Moumoufok, vous allez pouvoir me répondre à cette question. Avant mars 2011, pouvait-on dire que le régime baathiste était en train d'évoluer vers un état de droit démocratique et laïque? Moi, j'ai vécu le parti. Même, j'ai vécu longuement avant 63. J'ai commencé en 57. Ma vie politique s'est commencée avec le parti Baas. Et j'ai vécu. Moi, je ne suis pas alaouite, de manière. Je suis un Syrien. Un Arabe qui prêche pour l'unité. Et le parti Baas, quand il est créé, depuis jusqu'à maintenant. En 63, il a pris le pouvoir. Le pouvoir, donc, c'était pas la famille Assad. Le pouvoir, c'était le parti. Hafez Assad, c'était une étape dans la vie politique du parti. Il était un homme ferme, un homme de fer, qui a su vraiment traverser avec la Syrie les périodes les plus difficiles. Bien sûr, il y a des gens qui sont opposés au régime. On a parlé de Hama, de la révolte de Hama à son époque, mais jusqu'à maintenant, personne n'ose dire qui a fait Hama et comment s'est passé avant Hama et après Hama. Et qui a applaudi le président Hafez al-Assad, le père, le premier.
je peux le dire, le confirmer, les frères musulmans qui ont commencé à applaudir contre une branche soi-disant extrémiste de gauche. Contre ça, ils étaient ralliés avec Hafez al-Assad pour le pouvoir. D'accord. Mais maintenant, je peux demander à tous les gens une commission d'enquête neutre des événements de Hama qui a commencé avant et après, et le résultat. Très bien, merci Monsieur Moufok. Alors je vais essayer de répondre à la question. Donc il y avait, est-ce que c'est démocratique? Évidemment non. Il y a un seul parti au pouvoir, c'est écrit dans la Constitution. Est-ce que c'est laïque? C'est, on va dire, une laïcité assez spéciale, hein, puisque c'est la majorité à la 8, aussi bien dans l'administration, mais surtout, parce que dans l'administration c'est pas tant un problème que ça. C'est surtout dans l'armée, d'accord? Le cœur de l'armée, ce qui constitue vraiment, je veux dire, le cœur de l'armée est à la 8. La famille régnante, c'est un clan familial, Assad, la famille Assad, la famille Makhlouf, etc. Donc si c'est ça la laïcité, je ne sais pas trop ce que c'est. Et j'aimerais dire une chose à tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien la culture au Moyen-Orient. Il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de laïcité au Moyen-Orient, on a en tête les régimes de Ben Ali, les régimes des Assad, les régimes de comment il s'appelle? J'ai le nom qui est parti. En Irak. Saddam Hussein. Pardon. Donc la laïcité est liée à ces régimes dictatoriaux qui fait que il faut bien comprendre que, je veux dire, empiriquement, les gens ne vont pas penser à la laïcité comme étant quelque chose de bon. D'accord. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, la laïcité à la syrienne, si c'est ça, c'est la communauté alawite qui écrase toutes les autres communautés. Je trouve que c'est un peu spécial. Maintenant, venons-en à l'état de droit. C'est évidemment pas un état de droit. Alors ça, je peux en témoigner. Moi, j'ai le mari de ma tante qui a été enlevé dans les années 80, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il a été pris en disant on va juste lui poser quelques questions. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. Et il y a des gens qui n'osent pas poser la question. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. Et les exemples comme ça, vous pouvez les multiplier. Donc ce n'est pas un état de droit. Il y en a qui essaient de voir dans le temps long des tendances comme quoi c'est en train de s'améliorer. Si on veut vraiment être optimiste, on va dire que sous Bachar 18 ou Hafez 45, on aura peut-être un état de droit en Syrie. Mais disons qu'on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à ce moment-là. Et sur les réformes, est-ce que vous pouvez me donner un exemple récent des réformes qu'a fait Bachar el-Assad, notamment depuis 2011? Parlez peut-être des législatives, peut-être. Il y a les législatives. Il a demandé la création de partis politiques. Il y avait des participations des partis. Il a ouvert le champ au multipartisme, mais les opposants restaient à l'extérieur. À l'intérieur, il y a des gens qui ont créé leur parti. Est-ce qu'ils les ont empêchés de participer aux élections? C'est la question. Deuxième, il a demandé de préparer des réformes à tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement au niveau législatif, mais au niveau administratif même. Parce que le parti basse au pouvoir, il est en train de se changer, de se réformer pour un avenir meilleur. Mais on ne le laisse pas faire. Encore merci Monsieur Moufok. Monsieur Kozaïar, si vous pouvez répondre et également apporter peut-être des précisions sur les milices du régime, dont certains internautes n'ont peut-être pas entendu parler. Alors moi je vais vous dire clairement, je pense que le régime syrien est par nature irréformable, d'accord, et que tout ce qui a été dit, c'est vraiment, c'est pour faire beau, quoi. C'est pour que vous voyez comme ça, comme vous voulez, c'est de la propagande, c'est pour que ceux qui soutiennent le régime ont quelque chose à dire, etc. Moi je vais vous dire une chose, on repart du terrain, vraiment ça sert à rien la théorie, on repart du terrain. Moi j'ai le fils du pharmacien de mon quartier à Homs, puisque je suis de la ville de Homs, parce qu'il a manifesté au début de 2011, il a été arrêté par les Mukhabarat, donc qui sont en fait les services de renseignement syriens. Il a été torturé à mort et ils ont rendu le corps à sa famille. Alors, où sont les réformes? Nous allons maintenant sortir des frontières de la Syrie pour voir si certains pays, voisins ou pas, auraient intérêt à agir contre le régime de Damas. On parle en effet beaucoup d'ingérence dans ce conflit. Nous avons recueilli l'avis d'Alain Corvez, ex-colonel et conseiller en stratégie internationale. Bachar el-Assad, dans un entretien télévisé avec RT Moscou,
chaîne de télévision Russia Today de Moscou, l'a dit, mais c'est pas à l'Amérique ou je ne sais quelle puissance de décider quel est le régime qui doit y avoir à Damas, c'est aux Syriens de le décider dans des urnes. Et sous-entendu, si les Syriens disent qu'ils veulent plus de moi, je m'en vais. Je pense qu'actuellement, les diplomates russes essaient de trouver une solution qui permette à l'Amérique de sauver la face, parce qu'on en est là. L'Amérique a dit qu'elle voulait le renversement du régime de Bachar el-Assad. La France a suivi, non seulement a suivi, mais parfois a fait de la surenchère là-dessus. J'ai même entendu Hillary Clinton faire des déclarations injurieuses dans des termes qui n'étaient même pas diplomatiques sur la position ferme de la Russie avec son veto au Conseil des Nations Unies. C'était même pas en des termes qu'on emploie habituellement en diplomatie. I will tell you very frankly, I don't think Russia and China believe they are paying any price at all, nothing at all, for standing up on behalf of the Assad regime. The only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that Russia and China will pay a price. Pour vous, il y a un réel risque d'engagement militaire des pays de l'OTAN en Syrie? Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque, puisque c'est le souhait le plus vif de l'Amérique et de l'Europe, puisque hélas l'Europe s'aligne sur la politique américaine. Mais je pense que ce souhait ne devrait pas pouvoir se réaliser parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a désormais en face de la volonté américaine une volonté diverse mais unie d'un certain nombre de puissances qui ne veulent pas laisser l'Amérique et l'Europe et les monarchies du Golfe parvenir à leur fin à Damas. Monsieur Kozayer, y a-t-il des pays qui s'ingèrent, évidemment oui, mais vous allez me dire lesquels, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire du côté de l'ASL ou du côté du régime syrien? Bien sûr qu'il y a de l'ingérence. On peut citer effectivement le Qatar, l'Arabie Saoudite qui ont pris position plus ou moins pour les révolutionnaires ou les rebelles, vous appelez ça comme vous voulez. Israël, c'est beaucoup moins clair. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a entendu. Il n'y a rien de tangible aujourd'hui qui permette de mesurer en fait l'ingérence israélienne, même si c'est sûr qu'ils ne sont pas spectateurs. Je veux dire, Israël, il faut bien connaître la réalité d'Israël et de ses plans pour la région. Pour eux, c'est leur sécurité à tout prix. Donc là, on ne va pas faire dans l'angélisme. Et évidemment, les États-Unis, on n'arrête pas de dire qu'ils sont en train de s'ingérer. Il faut quand même voir la réalité des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont ceux qui ont mis un veto contre l'entrée d'armes antiaériennes en Syrie pour l'ASL. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils ne sont pas non plus favorables tout de suite aujourd'hui, en tout cas dans ces conditions, à un renversement du régime par des révolutionnaires. Sinon, ils les aideraient, comme ils l'ont fait en Afghanistan par exemple. Et dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que ingérence en Syrie, oui, mais surtout quand le régime syrien les y invite. Donc là, je parle notamment du cas de l'Iran, du cas de la Russie et du cas du Hezbollah. Alors là, ils ont vraiment les portes ouvertes, ils réclament l'aide iranienne du Hezbollah en particulier, notamment en hommes. D'accord ? Donc je ne dis pas que c'est extrêmement important, mais il y en a. Et bien sûr de la Russie qui est en train de fournir en armes, sinon comment ils pourraient tenir avec autant de bombardements depuis maintenant 18 mois, même si les bombardements ont commencé depuis février 2012. Donc l'ingérence, si on doit vraiment parler en termes concrets, aujourd'hui l'ingérence la plus importante, c'est celle de l'Iran, de la Russie, conviée donc par le régime syrien. C'est celle-là qui est aujourd'hui la plus choquante et qui fait que l'opposition peut dire « Mais attendez, si le régime syrien cède de puissance étrangère, pourquoi nous on devrait rester sans aide de puissance étrangère ?» Merci monsieur. Monsieur Moufok. Quand on parle d'ingérence, c'est-à-dire intervention directe dans les faits, les Russes soutiennent la Syrie, le régime, l'Iran soutient le régime, Hezbollah soutient le régime, et beaucoup de gens syriens soutiennent le régime. Mais le problème d'ingérence, on veut la voir dans le contexte géopolitique aussi. L'ingérence turque directe qui touche la souveraineté de l'État
avec tout ce qui se passe dans les camps d'entraînement gérés par la Turquie, aidés par tous les services européens. Donc, les services de sécurité, les Britanniques, tout ça, le Guardian aujourd'hui publie un autre article de services de sécurité, Intelligence Online publie tous les rapports de sécurité, tout ce qui se passe en Turquie. Les gens ou les soi-disant les soldats de l'armée libre qui s'infiltrent des frontières turques avec l'aide de Qatar et financés et payés par Qatar et l'Arabie Saoudite. On voit qu'est-ce qui se passe actuellement à Alep. La bataille d'Alep actuellement, c'est la grande bataille, où on trouve plus de 15 000 combattants étrangers. 15 000. Et je suis responsable de ce mot. 15 000 étrangers qui sont à Alep, ils ont brûlé toute la ville. Ce qui m'étonne, bien sûr, la négation de l'existence des combattants ou des camps d'entraînement en Turquie. Les Turcs même l'ont publié. Maintenant, il y a un congrès du parti du Premier ministre. Il y aura des problèmes dans le Congrès, parce que l'opposition, au sein de son parti, maintenant, c'est ouvert. Les camps d'entraînement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas des témoins, mais des gens qui ont participé et qui participent. Parce qu'il y a actuellement, ils font l'entraînement pour des missiles sophistiqués, anti-aériens. Les camps d'entraînement en Syrie, ça n'existe pas. La partie seulement à Jabal al-Zawiya ou à Alep, entre Alep, la ville, et les frontières turques. 70 km. C'est vide. Il n'y a pas. Tous les combattants de cette partie sont entrés dans la ville d'Alep actuellement. Allons à ce qui choque le monde aujourd'hui, la violence meurtrière qui s'est abattue sur le pays depuis le printemps 2011. Nous allons voir comment Bassam Tahan, professeur d'arabe franco-syrien, relate les faits. C'est sûr que le printemps arabe qui a gagné la Syrie, au début il y avait des gens de bonne volonté, sincères, pacifiques, qui demandaient un changement et c'est leur droit, c'est leur droit. Mais alors, là-dessus, s'est greffé un autre problème, qui est celui de ce croissant chiite. Alors, il y a eu évidemment des éléments incontrôlés, payés par l'extérieur, je dis l'extérieur, sans doute l'Arabie Saoudite et le Qatar. On n'était pas encore à l'époque des services secrets étrangers. Et ces gens-là prenaient plaisir à tirer et sur les uns et sur les autres. On a des vidéos où l'on voit des éléments qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas des manifestants, qui ne sont pas de l'armée, et qui étaient sur le pont, qui tiraient et sur l'armée, ou sur les policiers, et sur les manifestants. Vous voyez ? Alors, c'est là où l'erreur est partagée entre les forces de l'ordre et les manifestants eux-mêmes. Il faut un service d'ordre pour contenir. On ne peut pas. C'est comme à Paris quand il y a des manifs et qu'il y a des casseurs. Mais malheureusement, la crise a été très mal gérée du côté du pouvoir syrien. Vous voyez ? C'est-à-dire, on est passé tout de suite à une phase d'arrestation. Sûrement, il y a eu de la torture. Mais, évidemment, c'est exagéré. Quand vous écoutez ça, c'est exagéré des deux côtés. Chacun se renvoie la balle de la responsabilité. Pour moi, les deux sont responsables. Donc nous venons d'écouter le témoignage de Bassam Tahan à propos de l'enchaînement des événements en 2011, au moment où il y avait des manifestations pacifistes et à l'époque où il n'y avait pas encore d'armée syrienne libre. Donc Monsieur Moufok, je vais vous demander de répondre à cette question. Selon vous, qui a provoqué l'escalade de la violence au printemps 2011 ? Y a-t-il eu de l'implication de forces armées étrangères ? Bien sûr, dès le début, il y avait, comme on a dit, il y a des revendications légitimes au début. C'était pacifiste, c'est vrai.
on nie pas. Mais le problème après, l'intervention du troisième élément qui était entré en jeu, des éléments qui tirent sur les deux camps. Et c'était l'escalade commencée par là. Et c'est continue toujours. Il y a un troisième élément pour que on arrive à l'explosion actuelle qu'on voit. Mais il y a une chose qu'on peut pas, que les gens n'acceptent pas. Immédiatement après, le ministère des Affaires de l'Intérieur ont promulgué une loi. Toute manifestation doit être autorisée. L'autorisation, à plusieurs reprises, les gens ne veulent pas prendre des autorisations pour manifester. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient descendre dans les rues, manifester. Bien sûr, en premier temps, les forces de l'ordre n'avaient pas d'armes. Les policiers. Et aussi, il y a un troisième élément qui entre et qui font des ravages des deux côtés. Si on regarde le nombre de victimes jusqu'à maintenant, le nombre de victimes de tous bords, il y a 30 000 morts à peu près. Mais combien de pourcentage des forces de l'ordre et de l'armée? Alors écoutez, c'est ce qu'on dit, on se répète, mais c'est pas grave, c'est bien de répéter aussi. Le langage du régime syrien, c'est la violence. Ça a toujours été le cas, je vois pas pourquoi ça changerait. Je vois pas pourquoi M. Bassam s'étonne de dire « Ah mais l'armée syrienne ou le régime syrien a mal géré cela. Il a toujours géré comme ça. » Où est la surprise? Ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut savoir que le régime syrien, et il y a beaucoup d'indices qui le montrent, avait dès le départ choisi la méthode violente et l'absence de méthode, l'absence de solution politique pour cela. Il faut se rappeler que les enfants de Dera, les enfants innocents, ont été torturés et que celui qui a donné l'ordre, c'est le cousin du président. Non, c'est faux ça. Donc il y a même une vidéo, parce qu'il faut sourcer, comment dire, ce qu'on dit. Il y a même une vidéo d'une intervention, je pourrais vous donner le lien, d'une intervention de quelqu'un devant l'Assemblée du peuple qui le dit. Et depuis, évidemment, on ne peut plus retrouver ça dans les archives de la chaîne syrienne. D'accord, donc ça c'était de quelle année à Dera, en 2011, au 2011, tout début. Les enfants de Dera qui ont été, et la réponse qui a été choisie à Dera. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est le régime syrien, si vous voulez, on peut donner ça quasiment comme une règle, il veut toujours avoir 1 ou 2 crans de violence au-dessus de ce qu'il y a en face. Donc quand il y avait des manifestations pacifiques, on leur tirait à balles réelles. Quand ils ont pris des armes pour se protéger, on les a bombardés. Quand ils ont pris d'autres armes, on commence à les bombarder. Donc moi je dis et je répète que ce qui est choquant et ce qui est de toute façon sûr de par les milliers de témoignages qui en rapportent, c'est la répression du régime syrien qui n'est pas une surprise. Et je ne comprends même pas pourquoi on parle de troisième élément, d'accord, qui serait venu, vraiment l'histoire, moi j'y crois pas, qui serait venu tirer ici, puis tirer là, et puis le pauvre régime syrien pour se défendre, et n'ayant pas très bien réagi, et bombarder des quartiers civils avec l'aviation et les chars. Donc j'ai envie de dire, quand bien même il y aurait une intervention extérieure ou des gens qui seraient rentrés de l'extérieur, vraiment le régime syrien, si c'est ça, protéger son pays, on n'en veut pas. Ce qui m'étonne aussi, personnellement, quand on voit les slogans qui se répètent toujours, l'État bombarde, l'armée bombarde des quartiers civils et des innocents qui n'ont rien fait, seulement ils étaient chez eux et les avions viennent bombarder. C'est étonnant quand même ça. Il y a des gens armés et l'État doit protéger sa population, n'importe quel État, dans n'importe quel pays. Est-ce qu'on peut ici manifester à Paris sans autorisation? Est-ce qu'on peut laisser des gens en Corse ou partout prendre des armes et l'armée française va rester comme ça, tranquille? Il va les bombarder, bien sûr, c'est normal. Pour protéger, non, c'est normal. Pour protéger la population. Ah oui, les gens armés comme ça, vous les laissez parler, travailler. Vous laissez maintenant les bandes à Alep ou partout, des bandes. Allons-y voir qu'est-ce qui se passe dans la ville d'Alep, dans les quartiers d'Alep, ravagés. Et le kidnapping qui se passe chaque jour. Des kidnappings
contre des rançons au nom de, soi-disant, la révolution. Je suis désolé, monsieur. D'accord, on ne peut pas justifier le bombardement de quartiers civils, l'utilisation de chars et d'aviation comme à Alep pour bombarder, quand bien même, puisque c'est assez courant comme argumentaire de dire est-ce que l'armée française aurait fait pareil, etc., pour dire finalement que l'armée syrienne est une armée comme une autre, en passant sous silence qu'elle est à majorité alawite, qu'elle est dirigée par un clan, etc. Passons. Quand bien même il y aurait des éléments infiltrés de l'étranger, évidemment non syriens, etc. Est-ce qu'on envoie l'armée parce qu'il y aurait, 300 hommes dans un quartier qui seraient effectivement armés? Est-ce qu'on va bombarder tout le quartier avec tout ce que cela comporte de civils? Ou est-ce qu'on va essayer d'envoyer des unités spéciales qui doivent gérer ce genre de situation, vous voyez? Ce que je dis aujourd'hui, c'est que depuis février 2012, par le bombardement de quartiers civils, il n'y a absolument aucun doute de vraiment des crimes du régime syrien. Quasiment tous les journalistes qui sont partis sur place disent que les quartiers civils sont bombardés. Même Pierre Piccina, avant que les Mukhabarat ne lui fassent ouvrir les yeux sur la réalité du régime syrien, avait déjà attesté de cette réalité-là. Voilà. Donc maintenant, si certains, derrière une soi-disant légalité, arrivent à justifier ça, moi je trouve que c'est vraiment criminel et que ce n'est pas prendre en considération les gens qui se font bombarder. Écoutez, moi j'ai parlé avec un ami à moi, Homs, hier, qui est dans le quartier Routa. J'entendais toutes les 2 minutes une explosion. Voilà. Donc et je dis et je redis que tout ça s'enracine dans une histoire, qu'il n'y a pas de surprise, et que notamment dans les années 80, le fait qu'il y avait les frères musulmans qui s'étaient armés, notamment les frères musulmans de Hama et de Alep, et qui voulaient faire tomber le régime, bon c'était pas du tout... le fait qu'eux-mêmes, même le gouvernement syrien à l'époque, avait reconnu qu'il y avait, 300 000 hommes, d'accord? Ils ont bombardé des quartiers entiers, qui a donné, les statistiques varient largement, entre 10 000 et 30 000 morts. Si c'est ça la technique du régime syrien, on n'en veut pas. Pour 300 000 hommes pour 300 ou 1000 hommes, je ne sais plus. 300 ou 1000 hommes des frères musulmans. Le gouvernement syrien dit qu'il y avait entre 300 et 1000 hommes armés, et ce qui a justifié l'intervention. Okay. Monsieur, moi j'ai vécu ces événements. Vous avez lu ces événements dans les livres d'histoire. Moi j'ai vécu ça. Halab, Homs, tout ça, Hama, j'ai vécu ces événements. C'est pour cela, dès le début, je vous ai dit, il faut faire une commission d'enquête pour préciser la responsabilité. Pour préciser vraiment la responsabilité, parce que j'en suis sûr des résultats. Quand on attaque une école d'artillerie, on ramasse des officiers, 180 officiers, parce qu'ils sont alaouites. On les massacre, pourquoi? Parce qu'ils sont alaouites. C'est là le commencement. Donc, il ne faut pas nier les faits. J'ai rien dit. Hein? J'ai rien dit. Voilà. Et nous parlons là d'événements qui ont eu lieu en 82. En 82. Okay. Pour le bombardement. Le bombardement actuel. Qu'est-ce qu'un État peut faire dans des quartiers comme les quartiers d'Alep, quand on chasse les habitants civils? Il y a des combattants qui chassent de leurs maisons et occupent les maisons des gens. Maintenant, dans la ville d'Alep, il y a 2 parties. Une partie des quartiers modernes et les réfugiés dedans, et les anciens quartiers où il y a les combattants. Il n'y a que les combattants dedans. C'est pour cela que l'État bombarde, attaque par tous les moyens pour nettoyer. Mais excusez-moi, il y a eu également des bombardements où il y a eu des civils qui sont morts? Il n'y a pas de bombardement massif, il y a des combats. Mais il n'y avait pas de civils. Les civils sont sortis il y a longtemps. Azaz, je parle il n'y avait pas de civils à Azaz. Non, Azaz, vous savez qu'est-ce que c'est Azaz? Dites-moi. Azaz, la ville d'Azaz. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est le fief de qui? Ouais. Le fief des trafiquants, Azaz. Des trafiquants d'armes. Moi, je connais la région. D'accord. Je connais bien. Nous allons nous concentrer maintenant sur les différents massacres qui ont pu avoir lieu et qui ont marqué l'opinion. Donc la première question, ça va être tout simplement qui a commis la majorité des meurtres et des massacres, comme Oula, Tremsa, Daraya. Donc, Monsieur Kozaïa. Alors moi
J'ai une réponse absolument claire. Tout ce qui est massacre de masse, où il y a en fait un massacre systématique, c'est le régime syrien. Alors apparemment avec un processus qui est plus ou moins à chaque fois le même, c'est-à-dire l'armée qui va encercler la ville ou le village ou le quartier. Et ensuite les Shabia, donc qui sont ces milices, en fait c'est d'anciens hors-la-loi qui sont maintenant payés par le régime syrien pour faire vraiment les sales tâches, qui rentrent. Et alors comment dire, le déroulement exact dépend de chaque massacre, mais en gros ils vont choisir donc plusieurs familles, plusieurs personnes, etc. Et puis ils vont... Selon quels critères ? Je sais pas. En tout cas, c'est toujours des quartiers qui sont rebelles, ce qui est déjà en dit long sur qui fait ça. Et le dernier exemple le plus choquant est celui de Daraya, qui était vraiment une ville pacifiste. Moi, j'ai des amis de Daraya et des gens qui sont vraiment contre la militarisation de la révolution et qui disent même si on vous tire dessus, il faut rester pacifique. Donc et vous remarquerez qu'à chaque fois les massacres, les villes où les massacres ont lieu, c'est des villes c'est des villes rebelles. Voilà, déjà ça peut donner une idée sur qui est derrière ces massacres. Le deuxième indice, c'est de constater que les massacres sont de plus en plus choquants, qui correspond en fait à une stratégie du régime syrien pour augmenter, si vous voulez, dans la barbarie et faire passer le message aux Syriens qu'il faut renoncer aux révoltes, renoncer à demander, à réclamer leurs droits les plus légitimes. D'accord. Si vous pouvez citer également quelques sources. Alors les sources, moi si vous voulez, je pourrais vous les envoyer parce que c'est des articles assez longs, mais notamment sur Oula, je conseille les excellents articles d'Ignace Leverrier sur son blog Un œil sur la Syrie. Il a très 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 bien analysé la situation avec toutes les sources qu'il faut. Et voilà donc. D'accord, très bien. Donc Un œil sur la Syrie qui est relayé également par le monde.fr, je crois. C'est un blog Le Monde. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je reviendrai sur les sources après de toute façon. Merci. Monsieur Moufok. Les massacres en Syrie, premièrement, les dernières, déclarations des commissions des droits de l'homme à l'ONU, ils ont dit texto qu'il y a des massacres, la responsabilité s'incombe aux deux parties, la dernière. Mais avant l'escalade des massacres, qu'est-ce qui s'est passé à Banias, qui a commencé les massacres à Banias? Comment s'est passé les massacres à Homs, à Hama? Ils ont égorgé les gens et les ont jetés dans la rivière d'Al-Asri. Personne n'a parlé de ça. Al-Hawla et les autres, Al-Hawla, les commissions d'enquête, bien sûr, ils ont mis l'accent sur la responsabilité des gens de l'armée libre. Le régime n'a pas massacré, n'a pas égorgé les gens. Il a bombardé tout autour, c'est vrai. Mais les gens qui sont égorgés à Al-Hawla, qui les a égorgés? Et si on regarde la composition, est-ce que le régime va égorger ou prendre la responsabilité d'égorger ses partisans à Al-Hawla? La même chose qui s'est passé à Al-Qusayr, à Rabla. Est-ce que le régime qui est responsable? Vous parlez de Daraya. Moi, je ne peux pas vous contredire. Je ne peux pas, parce que je n'ai pas de source, je n'ai pas. Mais tous les massacres qui sont passés, à Banias, qui a massacré une personne innocente, la première escalade, qui a passé, qui a fait? Monsieur Janoudi, on le connaît. Nous allons parler plus spécifiquement des médias syriens et étrangers. Et d'abord, ceux qui touchent le public francophone européen, ou ceux qui sont devenus des références, comme la chaîne qatari Al Jazeera. Il y a aussi des institutions comme l'ONU ou non gouvernementales comme l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, qui revient souvent comme source des médias. On a parfois accusé certains de ces médias d'avoir choisi leur camp en faveur de la rébellion et de simplifier la réalité syrienne en diabolisant un camp. Nous allons voir ce qu'en pense Pierre Piccina. Il faut savoir qu'il y a 2 observatoires syriens des droits de l'homme. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je le dis en passant.
l'enquête que j'ai menée sur cette ONG, donc l'OSDH, qui informe entre guillemets la presse depuis le début du conflit, m'a mené à comprendre qu'il y a eu une scission à un moment dans l'équipe et qu'on a maintenant 2 observatoires syriens des droits de l'homme qui ne sont pas liés à la même composante de l'opposition, l'une et l'autre. Et donc là, on a vraiment des succursales de cette opposition et des organes de propagande. Je pense que là, il faut être clair et net à propos de l'OSDH, qui est la principale organisation non gouvernementale à fournir des informations sur le conflit syrien. En ce qui concerne l'ONU, je crois que les rapporteurs de l'ONU se sont basés sur des informations très diverses au niveau des sources, mais à la fois partiales et partielles. Parce que quand on lit certains des rapports sur la Syrie, on voit qu'on a un côté très partial, très partisan, dans certaines notes, et puis dans d'autres, on se rend compte que l'information est très lacunaire. Donc, on n'a pas accès, évidemment, nous, à l'origine de ces notes. On ne peut pas déterminer quelles sont les sources d'information de l'ONU, mais le fait est que l'ONU a une vision très très tronquée de la situation en Syrie. Selon vous, les médias des pays de l'OTAN et du Golfe Persique ont-ils des biais systématiques en faveur de l'insurrection syrienne ? C'est clair, les faits sont là. Les médias de Qatar, d'Arabie Saoudite, Al Jazeera, Al Arabiya, on peut les citer précisément. Et en Europe, spécialement en France, France 24, sont partisans de tout ce qui se passe des rebelles en Syrie. Ils sont farouchement partisans. En plus, l'organisation ou l'organisme, l'Observatoire des droits de l'homme, l'Observatoire syrien des droits de l'homme aussi, c'est une source d'information avec d'autres fantômes de témoignages. Al Jazeera avec les autres médias, toujours il y a des sources, témoignages, on ne sait pas qui. Ils donnent des informations, ils fabriquent des informations, sont partisans contre le régime. Vous savez, il y a, dans la culture islamique, il y a une très belle parole de l'imam Ahmed qui disait ne cherche pas celui qui détient la vérité pour connaître la vérité, mais cherche la vérité et tu sauras qui détient la vérité. Donc repartons du terrain et disons Al Jazeera qui d'habituellement, sur ces points-là, là et là, elle dit vrai. Et c'est ça la position qu'il faut avoir. Les médias occidentaux, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, ça n'a jamais été ma source. Il y a beaucoup de choses que je remets en cause aujourd'hui même, et y compris sur la Syrie. La question des médias est une grande question qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais pour faire simple, on va dire les médias occidentaux, les médias arabes, etc., ils ont leur rouage, ils ont leur mécanisme, et en fait tous ceux qui vont faire de la propagande vont essayer de se servir de ces mécanismes-là. Juste un dernier point, notamment par exemple le régime syrien est en train de jouer sur la fibre djihadiste, salafiste, tous les istes qui viennent de l'islam et qui font peur à l'Occident, pour justement, parce qu'ils savent que c'est des choses auxquelles vont être sensibles les médias occidentaux, et ça marche à un certain degré, comme on peut le constater. Il faut plutôt essayer d'avoir une méthodologie que je vais essayer de présenter quelque chose, d'accord ? La situation syrienne est complexe, c'est-à-dire qu'il y a des déformations, il y a de la propagande de guerre. Moi je le dis, l'ASL fait de la propagande parfois. Quand ils rentrent à Alep, ils disent on a 70% de la ville, c'est de la propagande, d'accord ? Je dirais pas qu'il y a des mensonges des deux côtés. Les révolutionnaires en général n'ont pas trop menti, ça c'est pas vrai. Il y a le régime syrien, et alors là vous pouvez avoir un article sur mon blog qui le prouve. Le régime syrien qui fait des fausses vidéos qu'il impute aux révolutionnaires pour faire croire qu'ils sont en train de mentir. Donc il y a une vidéo, alors là c'est vraiment une démonstration. Ce que je propose comme méthodologie, c'est quelque chose de complexe. On ne peut pas s'en sortir juste en disant qui dit quoi. Ça, on ne pourra jamais s'en sortir. Ce qu'il faut faire, c'est la première chose, c'est prendre conscience qu'il y a un nombre de témoignages extrêmement importants de la population syrienne, de toutes couches sociales et de toutes les villes de la Syrie, qui fait qu'il y a des faits qui ne peuvent être remis en cause. Autant de personnes ne peuvent pas se mettre d'accord sur des mêmes vérités.
Donc il y a de la torture, il y a du bombardement, il y a des massacres de civils, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut lister et dire il y a tellement de témoignages que ça ne peut pas être un mensonge. Ça, il faut le savoir. C'est pas Al Jazeera, c'est pas CNN ou je ne sais qui. C'est un grand nombre de Syriens. Voilà. Et les journalistes sont plus en témoin. Ensuite, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut aussi se baser sur ce que disent les journalistes. D'accord ? Moi, je prends tout ce que disent les journalistes, tout ce que disent tous les journalistes. Voilà. On est obligé de faire ça, à moins de démontrer que tel journaliste se fait avoir, comme Robert Fisk. Je pourrais aussi vous donner des sources qui montrent qu'il s'est fait avoir par le régime syrien. Voilà. À part ça, il faut prendre de tout. Si un journaliste dit qu'il a vu des djihadistes, il a vu des djihadistes. Voilà. Mais juste ce qu'ils ont vu. Ensuite, il faut passer à l'analyse. Or, l'analyse, je le dis, je le répète, ne peut se faire que par des gens qui connaissent la Syrie, qui connaissent l'histoire de la Syrie, qui connaissent les mécanismes du régime, qui connaissent tout cela. Pas par des journalistes. Et moi, je le dis, pas par des journalistes. Par des gens qui ne savent même pas ce que veut dire djihadiste et qui viennent fantasmer sur ce mot-là. Vous voyez ? Donc je dis, et là je renvoie, c'est pour ça que mes sources, elles sont assez... il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne vais pas dire, allez voir vous-même les vidéos YouTube, vous allez vous faire avoir. Je ne dis pas, lisez les analyses de tel ou tel journaliste, vous allez vous faire avoir, parce qu'eux-mêmes se sont fait avoir. Voyez ? Je dis, allons voir ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire, je peux les donner maintenant, Thomas Pierret, Caroline Donati, François Burgat, qui sont tous des experts de la Syrie, et en particulier Inès Le Verrier, qui fait les meilleurs articles sur la Syrie. Et je ferai remarquer une chose, c'est que les spécialistes qui parlent de la Syrie, et d'ailleurs tous ceux que j'ai cités, sont arabisants, et parlent l'arabe. D'accord ? Pas comme certains qui y vont et qui s'autoproclament spécialistes, qui ne parlent même pas la langue du peuple dont ils prétendent défendre les intérêts. D'accord ? Et je fais une dernière remarque, c'est que tous les spécialistes qui sont sérieux, qui sont spécialistes de la Syrie, qui parlent l'arabe, vont plutôt dans le sens des révolutionnaires. Pas totalement, ils n'ont pas un parti pris, ils vont plutôt dans le sens des révolutionnaires, et qu'en face, c'est plutôt des idéologues qui ne parlent pas l'arabe, qui pour la plupart ont découvert la Syrie en mars 2011, et j'inclus d'ailleurs, très gentiment, mais je l'inclus quand même, Pierre Piccino. Voilà, j'espère que la réponse est claire et que j'ai donné une espèce de méthodologie. Je renvoie aux sources que j'ai données. On a demandé à Thomas Pierret, spécialiste de l'islam politique, ce qui a été prévu par les anti-régimes concernant la place de l'islam dans une éventuelle Syrie post-Bachar. Alors le Conseil national syrien a publié des documents dans lesquels il donne des garanties, on va dire, sur des questions comme le droit des minorités religieuses, la reconnaissance de l'égalité entre les citoyens du futur État syrien indépendamment de leur religion. Ceci dit, l'opposition syrienne n'a pas pris de position claire sur la place institutionnelle, ou en tout cas la place constitutionnelle de l'islam. L'opposition syrienne s'est mise d'accord pour construire un État qu'elle appelle civil, Madani en arabe. Mais Madani, c'est un terme vague, c'est-à-dire qu'il est interprété par les laïcs comme l'équivalent de laïc, et il est interprété par les islamistes comme on pourrait dire un État qui n'est pas théocratique, c'est-à-dire c'est un État qui n'est pas dirigé par les hommes de religion, il est dirigé par des hommes de politique élus, mais ça n'empêche pas forcément que cet État reconnaisse par exemple à l'islam un statut particulier dans la Constitution, par exemple l'islam religion d'État, ou que ces partis donc, qui appellent un État civil appellent en même temps à un État civil qui appliquerait des lois inspirées de l'islam. Donc je pense qu'il y a ici une ambiguïté qui n'est pas problématique dans la mesure où je pense que c'est typiquement le genre de question, hein, la place de l'islam dans la Constitution et dans la loi, qui n'a pas à être décidée une fois pour toutes par une organisation représentative de l'opposition, quelle qu'elle soit, représentative ou pas. C'est quelque chose qui ne peut être décidé que par une assemblée constituante élue. Thomas Pierret parle donc d'une élection constituante. Une victoire de l'armée syrienne libre pourrait-elle déboucher sur une Syrie démocratique, tolérante et pacifiée ? Alors je ne pouvais pas mieux exprimer ce qu'a dit Thomas Pierret, donc je suis d'accord avec chaque mot qu'il a prononcé. Donc je vais essayer de répondre à la question directement. Bon, déjà, effectivement, c'est pas aucun parti de l'opposition n'a décidé de la future constitution de la Syrie, donc ça on est tout à fait d'accord. Est-ce qu'une victoire de l'armée syrienne libre, moi je parlerais déjà plus de victoire de la révolution, l'armée syrienne libre n'étant que le bras armé de cette révolution. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. La révolution n'est pas que l'ASL. Voilà. Est-ce qu'elle va déboucher, il y avait trois points, c'est... Démocratique, tolérante et pacifiée. Alors, démocratique, tolérante et pacifiée.
Démocratique, c'est le but. Et de toute façon, les Syriens n'accepteront pas autre chose. Tolérante, je pense que les Syriens ont toujours été tolérants. La vraie question qui se pose, moi je ne suis pas là pour faire de l'angélisme, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir cette réconciliation nationale, puisque quand même la Syrie est coupée en deux, avec des gens, désolé de vous le dire, qui justifient les bombardements, d'autres non. Si je prends le cas de Homs, que je connais très bien, comment voulez-vous que les habitants de Homs cohabitent demain avec les Alaouites des quartiers Alaouites, qui majoritairement, moi je ne mets pas tout le monde dans le même panier, qui majoritairement étaient avec l'armée et ont encouragé les bombardements. Je me souviens d'une vidéo qui m'a vraiment choqué, où dans les quartiers Alaouites, ils applaudissaient l'armée en disant « Khaldiye el-Khaldiye », c'est-à-dire « allez bombarder le Khaldiye ». Donc il y aura un vrai problème de cohabitation, mais je fais confiance aux Syriens pour faire passer les intérêts nationaux, et de toute façon on n'aura pas d'autre choix que la réconciliation nationale. Tout le monde en Syrie rêve d'un État laïque, démocratique, multipartite. Mais si on regarde la composition du Conseil national syrien, on trouve plusieurs composants dedans. En façade, il y a les laïcs, on les connaît tous, mais derrière, il y a une seule force organisée qui cherche à se venger du régime par tous les moyens. Je nomme ici précisément les frères musulmans, qui se cachent derrière une paravane laïque, et on voit qu'est-ce qui se passe et comment les réactions entre eux. Donc j'imagine actuellement une victoire où le Conseil national peut constituer un régime futur en Syrie. Ce n'est pas le rôle des laïcs, ils ne vont pas prendre aucun rôle dans l'avenir de Syrie. Il y a une force majoritaire qui va dominer, c'est les frères musulmans, ce sont les bien organisés. Donc, connaissant l'histoire de Syrie, connaissant tout ce qui se passe dans les autres pays, la démocratie ou la laïcité n'aura pas lieu dans un futur État de Syrie. Comment ces gens vivent actuellement dans le monde, soit en Turquie, soit au sein de Syrie, soit en Occident? Qui paye les frais? Et les armes, on sait tous les rapports, même en Occident, par des chargements d'armes qui arrivent. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les régions comme Alep, moi je reviens sur Alep, les armes qui sont entre les mains des combattants de différentes nationalités et des Syriens encore, en même temps. D'où ils sont venus, ces armes? Est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Non. C'est des frontières financées par la Turquie, par l'Arabie Saoudite et Qatar. Et donc pour en revenir à la question qui a été posée au départ, concernant la nature du régime à venir si jamais l'ASL gagnait. Voilà. Je ne le souhaite pas parce que le problème, l'enjeu, je répète, j'espère que les Syriens se mettent à table et discutent avant d'arriver à ce point. Avant même d'arriver à un combat féroce entre les partis. J'espère et je souhaite que les Syriens se mettent à table et dialoguer pour concevoir une évolution future. Très bien, merci. On terminera avec la question qui touchera le plus les citoyens des pays de l'OTAN. Ces pays veulent-ils intervenir militairement en Syrie et en ont-ils le droit? Personne n'a le droit d'intervenir dans des pays souverains. Les citoyens de chaque pays décident ce qu'ils veulent. Pas d'intervention, on est contre l'intervention
occidentale ou de l'OTAN dans le pays. S'il y aura une intervention de l'OTAN, il y aura des réactions des autres États actuels. Parce que nous serions obligés d'entrer dans le contexte géopolitique international et les intérêts. Parce qu'il y a derrière les intérêts, il y a aussi une chose que les gens ne mettent pas l'accent sur, c'est l'énergie. Tout ce qui se passe actuellement en Syrie, c'est pour l'énergie future. L'énergie du gaz, l'énergie du pétrole, parce que la Syrie, c'est le lieu de passage dans le futur proche. Pour ces raisons, il y a un conflit d'intérêts entre deux blocs actuellement. Et en ce moment même, je peux dire que l'avenir géopolitique du monde se dessine en Syrie. Et j'en suis sûr, s'il y aura une intervention de l'OTAN, il y aura une guerre à l'échelle mondiale. Surtout après les élections aux États-Unis. Très bien. Merci, M. Moufok. La réponse est extrêmement simple. Il n'y aura pas d'intervention de l'OTAN. C'est un épouvantail qui a été utilisé par le régime syrien. Je le dis depuis le premier jour, vous pouvez retrouver sur mon blog, j'avais dit ça depuis le premier jour, il n'y aura pas d'intervention de l'OTAN, ils ne veulent pas. Et de toute façon, il y a un spectre entre intervention de l'OTAN et aide aux rebelles. Pourquoi y a-t-il ce veto américain qui empêche l'entrée d'armes anti-aériennes à l'ASL, qui changerait totalement la donne? Pourquoi? Ce qui d'ailleurs casse toutes les théories du complot. Hein. Quand on veut vraiment faire tomber le régime syrien, on ne va pas empêcher les rebelles de s'armer. Donc je pense que c'est une fausse question. D'ailleurs, à un moment donné, c'était vraiment la grande question en 2011. Là, ça l'est beaucoup moins. On voit bien que les pays occidentaux, ils font que de la parlotte. Vraiment, ils font que de la parlotte. Ça n'engage à rien. Ça permet demain, si les révolutionnaires réussissent, de dire « Ah bah on était avec vous », gratuitement. Ça a fait, toutes les déclarations ont fait beaucoup plus de mal que quoi que ce soit d'autre. D'accord ? Donc c'est une position confortable qu'ils ont. Et tous se cachent derrière le double veto russe et chinois qui doit leur être vraiment très 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 confortable. Voilà, moi je pense et je crois en la réussite de la révolution. Donc c'est pas que l'ASL, la réussite de la révolution. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière pour beaucoup de raisons qui s'expliquent très bien par la nature du régime syrien et par tout ce qu'endurent les Syriens. Donc avant de faire de la géopolitique et de partir sur des considérations internationales d'énergie, de je ne sais quoi, regardez ce que vivent et ce que disent et ce que ressentent le peuple qui compose cette nation. Voilà. C'est ça, si vous voulez, les grosses tendances. Le reste, c'est que des positions de gens qui font de la géopolitique et qui finalement ont des raisonnements qui sont exactement ce qu'ils peuvent condamner chez les grandes puissances. C'est-à-dire, le peuple, c'est même pas une variable d'ajustement. Nous, on raisonne, vous voyez, au niveau géopolitique. D'accord ? Qui a pris en compte la souffrance des Syriens ? Voilà. Et moi je dis, repartons de ça, et la grande différence, c'est que les révolutionnaires disent, nous on veut améliorer notre situation, on veut prendre en compte la situation des Syriens, sans oublier les contraintes géopolitiques. On ne met pas à côté. Et c'est complètement différent de dire, je fais de la géopolitique, et tant pis pour le peuple syrien. Imaginez qu'il y a des gens qui ont pu dire, à des gens comme moi, non mais c'est pas grave, ok, torture, c'est pas machin, le fils du père il prend le pouvoir, etc. C'est pas grave, mais il y a Israël. Donc si eux l'acceptent pour eux, c'est très bien. Les Syriens ne veulent pas l'accepter. Voilà. Et ça, c'est si jamais c'était vrai qu'Israël aurait intérêt à ce que le régime syrien chute, ce dont je doute et j'ai écrit 3 articles là-dessus sur mon blog. Vous pouvez y aller et je dirais que moi je suis 100% avec l'ASL. Voilà. Ici s'achève ce débat. Nous allons vous demander une minute de conclusion chacun. Monsieur Moufok, c'est à vous. Ma conclusion, toujours, je prêche pour le dialogue, parce qu'on arrive à une solution par l'amour, par la violence. Quand on accepte l'autre, on peut arriver. Quand on aime l'autre, on peut arriver. Mais avec la haine, on n'arrive à rien.
Merci Monsieur Moufok. C'est bien beau, hein, tout. Moi je suis tout à fait d'accord. Hein. L'amour, la joie, etc., de ce que vous voulez, c'est très 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 loin de ce que vivent les Syriens, notamment dans les prisons. Je suis désolé de le rappeler, la torture, ça touche des gens de ma famille, donc je le rappelle. Donc commençons déjà, par demander ça au régime, d'accord, et ne pas les encourager à bombarder des quartiers civils. Deuxièmement, pour dialoguer, il faudrait déjà reconnaître la version de tous ces milliers de Syriens. Et là, c'est l'estimation basse qui sont en train de donner leur version. Donc sinon, il n'y aura pas de dialogue, évidemment, si vous niez ça. Et sinon, moi, plus généralement, j'aimerais dire une chose, c'est qu'évidemment, j'aimerais bien que ça se résout naturellement. Malheureusement, je pense que la nature de la révolution est totalement conditionnée par la nature du régime. Donc, ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas qu'une question de choix. Et là-dessus, il y a un prix à payer qui d'ailleurs n'a pas été choisi. Je pense que beaucoup aujourd'hui se posent des questions. Mais comme vous l'avez dit, il y a un point de non-retour, donc il y a quelque chose qui a été entamé et qui doit être fini d'une façon ou d'une autre. Et le dernier point que j'aimerais rajouter, c'est que finalement, ces questions, moi c'est ça qui me dégoûte un peu, c'est tous ces gens qui font de la géopolitique sur le dos du peuple syrien. Personne n'est meilleur que l'autre. Alors je le dis, personne n'est meilleur que l'autre. Moi ce que je veux mettre en avant, c'est les Syriens, de Syrie notamment, voyez, qui sont en train de subir vraiment une catastrophe et un drame. Et c'est là qu'il faut chercher la solution. La nature du régime syrien fait que de toute façon, il n'y a pas 15 000 solutions. Et comme j'ai dit, il est réformable et de toute façon, il ne veut pas changer de méthode. Donc au final, c'est, je veux dire, plus ou moins contraint que je dis, moi, vive l'armée libre de Syrie, vive la révolution. J'ai beaucoup d'espoir dans cette révolution, même si je sais qu'il va y avoir une étape de transition qui ne sera pas facile. Nos deux intervenants ont chacun défendu un argumentaire cohérent par rapport à leurs principes éthiques. Mustapha Moufok s'est appuyé sur le droit d'un État souverain à restaurer son autorité sur son territoire face à ce qu'il estime être une agression étrangère, quitte à employer des moyens radicaux tels que des bombardements. Naïm Kossayer a défendu le droit des citoyens à l'insurrection face à un régime qui ne respecte pas leurs droits. Et ce, même s'ils doivent faire appel à une aide étrangère pour contrebalancer les soutiens internationaux qu'a le régime. La clé qui, à nos yeux, permettrait de trancher entre ces deux positions serait une meilleure connaissance de l'identité de la rébellion. Mustapha Moufok a évoqué au cours du débat un rapport allemand affirmant que 15 000 combattants étrangers seraient en Syrie et qu'ils seraient l'écrasante majorité des effectifs rebelles. La présence de combattants étrangers, qu'ils soient libyens, tchétchènes, yéménites, irakiens ou autres encore, parmi la rébellion n'en est pas moins attestée. Elle l'est entre autres par la chaîne CNN, dont les reporters évaluent leur nombre à 2000 ou 3000 en Syrie, soit 10 à 15% des effectifs rebelles. Naïm Kossayer a recommandé de suivre directement les reportages de Syriens, tant qu'ils ne sont pas liés à des États. Par exemple, de suivre les témoignages donnés sur le net par les comités locaux de coordination de Syrie. Et sinon, de consulter des chercheurs ou journalistes connaisseurs de longue date de la Syrie, tels que Caroline Donati. Pour connaître le point de vue du régime syrien, nous conseillons à nos lecteurs d'aller directement consulter ces journaux sur les plateformes de vidéos en ligne. À vous maintenant de déterminer de quel côté se trouvent les témoignages les plus diversifiés, les plus indépendants, les plus authentiques. Merci de nous avoir suivis.